Merci à la Cinémathèque de Toulouse, Extrême Cinéma. Et c'est vrai que tu as évoqué Pierre Charles et le dépôt que j'ai fait. Enfin, c'est pas un dépôt, c'est un don d'ailleurs. J'avais récupéré toutes ces archives qui étaient peut-être vouées à la destruction. Et quand j'ai eu l'idée de vous les donner, je ne savais pas que vous organisiez, que vous prépariez une exposition sur les fanzines. Donc ça a été vraiment un heureux hasard. Et vous pourrez voir dans le hall un certain nombre d'exemples du travail de Pierre Charles, qui effectivement est un personnage assez emblématique du fanzinat français de cinéma, puisqu'il est parmi ceux qui détiennent une sorte de record de longévité. Il a commencé, vous verrez même qu'il a commencé tout petit pour lui-même. Il y a des maquettes de quelque chose qui s'appelle l'éléphant blanc, qu'il faisait pour lui-même quand il avait 6-7 ans. Et il y a aussi son agrafeuse qui est exposée, qui lui permettait d'agrafer les fanzines. Mais on aura sûrement l'occasion de reparler de lui ou de Cinézine Zone. Je vous présente donc à ma gauche Laurent Elbé, qui est le créateur de Crash. Il y a aussi quelques maquettes exposées dans le hall. Crash, qui était un fanzine toulousain. Voilà, donc tu es le représentant du fanzinat à Toulouse. Hein, oui. Un des représentants. Et à part Crash, il y a eu aussi d'autres fanzines. Du fanzine Cinoche, j'en ai fait 3 ou 4, mais on parlera du fanzine tout à l'heure, c'est que la vie d'un fanzine est souvent éphémère, donc il y a eu des fanzines très éphémères où j'ai fait 1, 2, 3 numéros. Même Crash n'a connu que 6 numéros. Donc, Alors, quelqu'un qui a été plus persévérant que toi, Didier Lefebvre. Didier Lefebvre, donc, c'est Monsieur Médusa Fanzine, qui va fêter cette année ses 30 ans d'existence. Ouais, c'est ça, tout à fait, 30 ans. Donc, si on fait le calcul, ça va vite. Hein, Médusa est né en 1989. Par contre, moi, j'ai commencé le fanzina un petit peu avant, dans les années 85-86. Mais bon, Médusa, c'est quand même le titre emblématique de ma fanzinographie, on va dire. Donc ça date de 89. Et tu avais fait aussi Hammer Forever. Hammer Forever, oui, pendant 4 ans, entre 97 et 2001. Ça a repris un petit peu ces dernières années. Et bon, pour l'instant, c'est en stand-by. Et je vous présente aussi Thomas, qui est le fan éditeur de Blackboard Jungle, alors qu'il n'est pas un fanzine de cinéma, mais en fait, le fanzina est surtout un objet contre-culturel qui est né dans le milieu musical. Et donc, oui, après, c'est un fanzine musical, mais moi, à travers la musique, c'est montrer qu'il n'y a pas que la musique. Je vais parler des bouquins, des BD qui traitent à ça, parce que c'est le concept de culture au sens large, plus que de musique. Enfin, c'est vrai que souvent, on parle de zines de musique, et souvent, c'est des fanzines culturelles qui vont aussi parler un peu de cinoche, de bouquins. Enfin, c'est ratissage, même si le principal propos, ça reste la musique, quoi. Alors, donc, en fait, pour essayer de brûler des étapes, j'aimerais savoir si nous avons besoin de définir ce qu'est un fanzine. Est-ce que certains d'entre vous ne savent pas de quoi nous parlons? Non? Très bien. Il faut essayer de faire une définition. Remarquez, peut-être que nous n'avons pas la réponse. En fait, déjà le mot en lui-même peut nous aiguiller. C'est un magazine de fanatiques. Je crois que c'est ça l'origine du mot, fanzine. On parle aussi de fanbook. Donc d'après vous, c'est quoi exactement un fanzine, puisque vous en avez fait
Moi, c'est très simple. C'est un fanzine, oui, un magazine de fanatiques. Et ma définition, qui n'est pas forcément une vérité absolue, c'est que c'est fait par des amateurs, que ça parle de choses dont les revues professionnelles parlent pas peu ou mal. Qui a un fanzine souvent avec des budgets ridicules et c'est porté par l'enthousiasme et la passion, quoi. C'est pas d'autre chose que ça, c'est un moyen c'est une liberté d'expression qu'on a. Et quel que soit l'argent que vous avez ou pas, vous pouvez en faire. Enfin, ça relève du do-it-yourself, quand même. Ça vient de la contre-culture aussi, quoi, forcément, quoi. Enfin, pas forcément contre, la culture autre. Les premiers fanzines de cinéma, justement, remontent aux années 60. Et c'est une période où le cinéma fantastique, le cinéma érotique, était absolument déconsidéré. Enfin, il y a eu quand même, il y a eu une revue que nous connaissons tous, Midi Minuit, qui connaît d'ailleurs actuellement une réédition très luxueuse chez Rouge Profond. Cette revue a été la toute première revue sur le cinéma fantastique. Et elle a dû certainement donner une impulsion dans les années 60, qui était aussi une décennie bouillonnante. Enfin, il y avait une effervescence extraordinaire grâce à des éditeurs comme Eric Losfeld ou Jean-Jacques Pauvert. Et tout ça a dû donner confiance à un certain nombre d'amateurs et qui étaient un peu éparpillés d'ailleurs dans toute la France ou même en Belgique et en Espagne. Et il y a les premiers fanzines de cinéma, enfin de cinéma fantastique, remontent à cette période. Vers 65-66, il y a eu les premières tentatives. Et à l'époque, il s'agissait de fanzines renéotypées. Il y en a un certain nombre qui sont exposés aussi dans la galerie. Donc là, c'était vraiment une période héroïque, en fait. Complètement, c'était le début. Hein. C'est de là que sont nés tous les autres fanzines. Et au niveau cinéma, quoi. Après, au niveau musique, je ne sais pas à quand remonter une création de fanzine musicale, mais pour moi, en tout cas, j'ai commencé à y prêter attention. C'était milieu des années 70, quoi. Enfin, c'est les premiers fanzines musique, c'est punk rock, new wave. Ça a été là, quoi. Le fanzine, après moi, j'ai connu par la deuxième génération, c'est-à-dire par Monster Beast, cette Kinesin Zone, quoi. Oui. Non, j'allais dire, il y a un côté aussi journal intime dans les fanzines. Souvent, c'est le projet d'une seule personne, même si après il y a des collaborateurs, etc. Les fanzines qui durent, bon, je suis bien placé pour en parler, c'est des fanzines portées par une seule personne, comme Pierre Charles avec Kinesin Zone, Norbert Moutier pour Monster Beast, David Didlot pour Vidéotopsie. Voilà, il y a une personne derrière qui fait que ça perdure. Et je trouve qu'il y a un côté journal intime, parce que même si on parle de cinéma, de musique, de BD, c'est aussi de nous qu'on parle. Voilà, je le vois un peu comme ça. Et quand on regarde l'exposition de Pierre Charles, c'est tout à fait ça. On voit des dessins d'enfants, on voit quel homme il était à travers ses fanzines. Et puis même la façon dont ça a amené les chroniques, je trouve, dans les fanzines par rapport à la presse traditionnelle, le chroniqueur, il a souvent tendance à se mettre en scène, quoi, à expliquer, voilà, j'ai connu ce disque-là comme ça, et il y a un côté journal intime, sachant qu'il y a toute une tendance des fanzines maintenant qu'on appelle les égosines en France, ou les perzines pour personnel. Les quoi? Égosines. Égosines. Ouais, où c'est vraiment des journaux intimes, c'est les gens, il n'y a même plus c'est pas des chroniques de disques, c'est vraiment des dessins, enfin les mecs racontent leur vie. Donc aux États-Unis, ils appellent ça des perzines pour personalzines, et en France, les égosines. Donc on a plus ça dans la scène punk, où les mecs, il y a des récits d'autostop, ils reportent des festivals, mais vraiment, enfin, des fois c'est un peu gênant même à lire, parce qu'il y a vraiment l'intimité de pénétrer la... Un égosine se tire à combien d'exemplaires? Je pense que c'est ridicule. Enfin... Il y a Bécasine aussi, mais c'est ma cousine. Bécasine. Oui. Mais oui, je ne sais pas. C'est une niche, mais ça existe. Hein. Enfin, à la fanzinothèque de Poitiers, ils ont vraiment ce terme-là pour les désigner. Peux-tu nous dire quelques mots sur la fanzinothèque de Poitiers? Alors, c'est un lieu qui va fêter ses 30 ans cette année, qui bénéficie d'un nouveau lieu, là je ne suis pas allé voir, mais qui existe depuis 89 à Poitiers. Si vous avez l'occasion, à Poitiers, il n'y a rien à faire, mais il faut aller à la fanzinothèque.
parce que c'est un lieu qu'Archive, c'est la plus grande fanzinothèque au monde, donc centre de ressources de fanzines, qu'Archive sans distinction depuis 30 ans, donc il y a autant des fanzines de cinéma, de musique, des graphzines, vraiment tous les sujets, tous les formats, il n'y a pas de censure, et c'est une richesse, c'est la caverne d'Ali-Baba, quoi. Enfin, Tu y travailles. j'y ai travaillé, ouais. Alors, est-ce que tu peux corriger ce que j'ai dit tout à l'heure? À quand remonte le premier fanzine? Alors dans un bouquin, et puis je pense que les musicophages ils se sont inspirés de ce bouquin sur leur panneau, ils parlaient de 1930 pour un fanzine de SF qui s'appelait The Comet. D'accord. Aux États-Unis, de toute façon, les fanzines, ouais, c'est né dans le milieu des lecteurs de science-fiction dans les années 20, qui par le biais des pulps, je crois que c'est Amazing Stories le premier, qui lui, comme les autres, publiait un courrier des lecteurs, sauf qu'il mettait l'adresse des lecteurs. Donc les gens ont pu correspondre entre eux. Ils ont inventé d'ailleurs le terme de fandom, le domaine des femmes, dans les fanzines, ce qui fait que les lecteurs ont pu se rencontrer, se correspondre ensemble, organiser des conventions de fans et donc lancer des fanzines. Comme pour que ce soit en musique ou en cinéma, le fandom en fait est un précurseur des réseaux sociaux, enfin c'est un réseau social, des groupes qu'on trouve sur Facebook ou ailleurs. Ah, puis même les zines avant Internet, je prends l'exemple, à la Fanzinothèque de Poitiers, moi je faisais le catalogage du fonds étranger, anglais-américain, et donc Maximum Rock'n'Roll par exemple, qui est le fanzine hardcore qui publie mensuellement tous les mois, donc depuis 82, qui s'arrête cette année. Mais donc on voit jusqu'aux années 90-2000, avant Internet, il y a tout ça, il y a le courrier des lecteurs, les petites annonces, les reports et tout ça, ça passe à la trappe dès qu'Internet arrive, quoi. Mais pour moi, les fanzines, c'est un réseau social, parce que ça permet de rencontrer, je pense pour vous c'est pareil, ça permet de rencontrer plein de monde, et donc l'idée c'est ça, quoi. Alors le tirage justement, dans l'aspect... Comment un fanzine peut vivre, comment il se propage, comment ça s'est passé dans les années 80-90, parce que maintenant, effectivement, avec Internet, on peut créer un blog et peut-être essayer de se faire connaître, mais quand Internet n'existait pas, donc quelle était la marge de manœuvre d'un fanzine, et un fanzine oscillait entre combien et combien d'exemplaires? Je pense qu'il y a beaucoup de fanzines qui devaient tirer aux alentours de 100 exemplaires. Moi, c'est ce que je faisais en tout cas. Et le système commercial, entre guillemets, avec des gros guillemets, pour diffuser ça, d'abord, tu choisissais avec tes copains ce que vous alliez écrire. Ensuite, le montage financier, genre, t'as pas 20 € dans la poche. Et on allait faire, donc on faisait la maquette à la main, on allait faire photocopier, parce qu'à l'époque, un imprimeur, quand vous alliez voir un imprimeur, il vous disait, moi je ne peux pas vous le faire à moins de 800 ou 1000 exemplaires pour les rotatives, il faut rentabiliser, donc on se rabattait systématiquement sur la photocopie. Et une fois qu'il existait, effectivement, il n'y avait pas Internet, où c'était les débuts, et il fallait se déplacer. C'est-à-dire que personnellement, j'allais à Paris ou j'allais ailleurs et je faisais toutes les boutiques susceptibles d'accepter un fanzine et on leur demandait. Et à Toulouse, à cette époque, il y avait des librairies qui vendaient ton fanzine? Non. Non, il y avait des librairies Cinoche, mais qui n'étaient pas, non, qui prenaient pas spécialement les fanzines. Non. À Toulouse, je pense qu'il y a vraiment une grosse culture fanzine musicale et graphzine. Sérigraphie, fanzine sérigraphie, mais au niveau cinéma, il n'y en a pas eu tant que ça, quoi. Et donc la diffusion, forcément, s'il n'y a pas de lieu... C'était Paris. C'était Paris, ouais. Paris avec des libraires spécialisés. Ouais. Et pour la musique, en revanche, les fanzines musicaux se vendaient dans les salles de concert. Ouais, ça se fait encore vachement dans les fanzines punk où les mecs ils ont des distros, donc des petites distributions, c'est n'importe qui va décider d'écrire aux mecs qui font des fanzines, donc c'est une démarche aussi de récupérer des exemplaires et puis de présenter une table de presse. Il y a souvent dans la scène punk, il y a toujours eu les fanzines et il y aura toujours, je pense. Et ça coûte combien alors de fabriquer un fanzine? Ça coûte cher. Aujourd'hui, ça coûte cher. On récupère sa mise grâce aux libraires Le but, c'est de pas faire de profit. C'est un peu le principe du fanzine. C'est tirage limité à but non lucratif. On lit souvent cette expression dans les fanzines, en première page. Le but lucratif est absent généralement.
Je pense que même ceux qui avaient l'idée d'en faire un profit l'ont vite abandonné parce que effectivement, on perd de l'argent entre l'achat des photos, la location des films à l'époque, les frais postaux qui sont exponentiels. Toutes ces choses-là coûtent de l'argent. Donc, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de récupérer la mise en imprimerie. Voilà. Il n'y a pas de marge, il n'y a pas de tout ça. C'est devenu moins cher de faire un fanzine aujourd'hui que, par exemple, en 90, à l'époque des premiers Médusa? Je pense que c'est moins cher parce qu'il y a eu la démocratisation de tout ce qui est PAO, etc., la numérisation, ce qui permet, aujourd'hui, Médusa est complètement en couleur pour un prix moindre des premières photocopies qu'on faisait en 88, voilà. Mais n'as-tu pas la nostalgie des fanzines en photocopie noir et blanc? Non. Non. Non, en fait, moi, je ne l'ai pas pour moi parce que c'est vrai que l'objet était beau, c'est vrai que c'était intéressant, c'est vrai que c'est un côté vraiment do it yourself, etc. Mais j'ai passé tellement d'heures dans des boîtes à copies, etc. Et tellement d'heures à agrafer des fanzines. Quand on a un tirage de 20, 30, ça va, mais plus ça augmente. Oui, je sais que c'est un sacerdoce, parce que Pierre Charles, par exemple, que j'ai bien connu, était obsédé par la qualité des documents à reproduire, et il parcourait même la banlieue à la recherche des meilleures photocopies qui faisaient des trames, des points de trame. Parce qu'il avait compris que pour reproduire de la meilleure façon possible des photos, où parfois il aimait bien les photos très contrastées avec du très beau noir et blanc, et il était nécessaire d'avoir des points de trame, sinon les noirs étaient très bouchés et ça donnait quelque chose de pas terrible. Donc il avait un jour entendu parler d'une photocopieuse en lointaine banlieue, qu'il était allé voir, qu'il avait testé. Donc il faut imaginer donc, que cet homme qui vivait à Saint-Maur, qui traversait, qui allait en banlieue sud faire des photocopies, il les rapportait. Ensuite, il fallait qu'il agrafe tout à la main avec cette fameuse agrafeuse. Et c'était véritablement... C'est fou qu'il ait fait 136 numéros jusqu'à son dernier souffle avec ce genre de difficultés. Et alors un jour, il a trouvé une photocopieuse Canon de très grande qualité. Alors on n'avait pas le droit, parce qu'évidemment ça s'est su. Et il y avait son confrère, ou le frère ennemi, Monster Beast Norbert Moutier, il se faisait la guerre pour essayer d'être celui qui ferait le plus de numéros de fanzine. Enfin, c'était assez drôle et donc Norbert voulait à tout prix connaître l'adresse de la photocopieuse de Pierre Charles pour faire des documents aussi beaux que les siens. Et Charles refusait de dévoiler sa botte secrète. C'était assez curieux. Donc, mais ça relève de l'artisanat, quoi. Enfin, c'était des artisans, oui, eux. C'était des artisans, oui. Il fallait éviter le rouge. Comment ? Il fallait éviter le rouge, parce que ça passait pas à la photocopieuse. Ah bon ? Ah oui, en noir et blanc, il fallait pas de photos avec du rouge, parce que ça passait pas. Mais Pierre Charles t'aurait dit qu'il fallait d'abord tramer cette photo rouge en noir et blanc, pour ensuite, après, il découpait les... Alors, il les tramait, il les réduisait aussi. Il avait acquis une espèce de science intuitive du pourcentage de réduction qu'il fallait. Je l'ai vu faire. Il allait dans cette boutique, il disait « ça, c'est à 60%, ça à 40%, ça, vous me le réduisez à 80%. » Et ensuite, il recollait tout sur sa maquette. Alors, effectivement, je posais la question de la... Moi, j'ai une certaine nostalgie de ce fait main. Enfin, on parle beaucoup de do it yourself, c'est devenu très à la mode cette expression, mais avec la PAO, il y a une sorte de paradoxe. Je trouve que le do it yourself est plus adapté aux fanzines des années 80-90, quand on utilisait des tubes de colle
ou des paires de ciseaux que... C'est juste un nouvel outil, hein, la PAO. Après, ceux qui font du fanzine aujourd'hui, si c'est vraiment des fanzineux, ils n'ont pas tellement plus d'argent que nous quand on faisait la photocopie, quoi. Ils ont juste un outil qui permet de rendre la chose... si t'es pas trop nul, on peut arriver au prozine, quoi. Voilà. Mais le prozine n'est-il pas le piège qui est tendu aux fan-éditeurs? Ça dépend de l'ambition que vous avez. Comment? Ça dépend de l'ambition de celui ou ceux qui font du fanzine, quoi. Moi, je sais que j'ai jamais voulu faire un truc pro. C'était vraiment dans l'enthousiasme. C'est 6 mois après la sortie du fanzine qu'on s'apercevait qu'il y avait telle faute, telle faute, telle faute. Puis le prozine, il y a le piège de... On n'écrit plus avec la même liberté, en fait. C'est-à-dire, quand on fait un fanzine, le principe, je pense que c'est pareil en musique, si on a envie de dire qu'un film est mauvais, même si tout le monde pense le contraire de ce qu'on pense, on l'écrit. Quand on devient un magazine ou un prozine, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on attend des services de presse, on attend des DVD, on attend des choses en retour. Donc on n'est pas forcément aussi objectif. Ouais. Non, je disais, ouais, c'est influencé. Pour moi, c'est ça le piège. Ouais. Ben, je pense que là aussi, il y a une le définition plus ou moins, parce que prozine, pareil, comme un fanzine, qu'est-ce que c'est un prozine? Pour moi, enfin, je connais quelques pro-fanzineux, on va dire. Ils ont le même mode de fonctionnement qu'avant, que ce soit sur Internet ou en papier, ils fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire que ce film est une merde, ben c'est une merde, quoi. Voilà, on le dit, quoi. On le dit peut-être avec d'autres mots, mais on le dit. Mais après, voilà, c'est là où il y a l'ambition, quoi. Si vous voulez faire quelque chose de collé un peu plus à l'actualité et tout, forcément, peut-être que c'est pas pareil, comme tu dis. Mais bon, je me trompe peut-être dans mon intuition, mais je trouve que l'outil ordinateur et les InDesign et tous ces logiciels freinent une certaine rage. Parce que bon, le fanzine est plutôt une sorte de cri ou de journal intime où on a envie de partager une contre-culture qui est étouffée par les grands médias. Alors c'est de moins en moins le cas d'ailleurs. Cette contre-culture du cinéma dit bis ou série B, etc., commence à être de plus en plus reconnue. Maintenant, peut-être que le véritable effort est dans la façon d'en parler. Mais donc quand il est question d'urgence ou de rage, de passion à faire partager, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça se transmet beaucoup avec plus de force à travers des tubes de colle et des paires de ciseaux. C'est fait à la main, en fait. Vous voyez, c'est fait à la main. Alors que devant un ordinateur, tout retombe comme un soufflet. Vous ne croyez pas? Disons que il faut être extrêmement fort pour que l'outil ordinateur devienne une espèce d'outil de guerre. J'ai l'impression que l'ordinateur peut tout à fait dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que vous êtes certainement aussi consommateur, quel vilain mot. Vous êtes acheteur de fanzines, vous lisez des fanzines. Est-ce que certains de vous également partagent la nostalgie que j'ai? Est-ce que vous voyez une différence entre les fanzines d'avant et ceux d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Avant. On a parlé de Ok. Parce qu'on a parlé de prozine avant. Effectivement, moi personnellement, je pense que le fanzine, il peut très bien être fait à la main, et ensuite, il peut juste être scanné. L'ordinateur peut finalement être en bout de chaîne, en fait, en réalité. Et je pense que peut-être ce manque que vous trouvez, et là encore une fois, je parle de mon intuition, en fait, en réalité. Je pense que ce manque, peut-être, il vient déjà du fait que ça part sur les réseaux sociaux et que du coup, les mecs, ils ont directement les spectateurs en face. Ça, il y a ça aussi, hein. Les mecs les plus vénères, en réalité, aujourd'hui, et ça, c'est atroce, les mecs les plus vénères, ils vont sur Twitter. Ouais, la guerre, c'est nul.
hashtag mes couilles. Enfin bon, bref, désolé. Mais il y a ça aussi, effectivement. Et peut-être que c'est cette ambition-là de faire un fanzine où les mecs sont plus nuancés dans leurs propos en réalité, peut-être que c'est l'ambition en fait qui les freine. Et que finalement, en se disant, mon fanzine, moi je peux le balancer sur le net, il part pas pour 100 personnes, mais il part pour 1 million, et j'ai pas envie de me faire trash talk parce que j'ai dit que tel film était une merde, et j'ai envie d'avoir des propos un peu nuancés. C'est nul, mais bon, quand même, etc. Voilà. Ouais, il y a aussi un paradoxe, enfin, moi je parle pour Médusa, là, j'ai jamais autant vendu de fanzines papier qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que les gens, effectivement, ils vont sur Twitter, ils vont sur Facebook pour déverser soit leur amour, soit leur haine d'un film ou d'un disque, enfin peu importe. Mais il y a quand même un public qui est nostalgique, alors peut-être de l'ancienne forme, mais qui est en tout cas nostalgique du papier et qui aime bien avoir un fanzine dans les mains. Parce qu'un fanzine, ça se lit aux toilettes, ça se lit dans son lit, ça se lit à la plage, au bord de la piscine, dans sa voiture. Voilà, tandis qu'un ordinateur, bon, même si maintenant on trimballe tout avec notre portable, mais c'est pas la même chose, quoi. Et surtout, ça se conserve, ça se collectionne. D'ailleurs, on le voit dans l'exposition. On n'a presque pas envie de les lire, les Ciné Zone. On a juste à les regarder et ça comble un manque qu'il y a pas qu'il y a de choses qu'on trouve pas dans les réseaux sociaux. Enfin, c'est mon analyse. Je suis d'accord avec ça. Je vais pas squatter le micro, mais non, je suis d'accord avec toi. C'était intéressant. J'attendais que vous en parliez après, en fait. Du coup, peut-être du retour. Ce retour qu'on a un peu partout. Enfin, voilà, en fait, il y a une. Il y a un public, effectivement. Il y a eu un gros creux au moment de l'apparition d'Internet, 2001-2002. On est beaucoup à avoir arrêté les fanzines. Moi, le premier, je sais que David Didlot l'a fait. Il y a eu un hiatus de 7-8 ans. Parce qu'on s'est dit, on va se faire bouffer par les zines Internet, les e-zines. C'était pas les égozines, c'était les e-zines, les webzines. Et finalement, on a eu envie d'en refaire un, mais juste comme ça, pour lancer un caillou dans ce truc-là. Et finalement, le retour a été énorme. C'est-à-dire enfin, moi, personnellement, après les autres, je sais pas, mais je pense que pour David Didlot, c'est la même chose. On en vend beaucoup plus qu'avant. Et je me dis qu'il doit y avoir aussi une réaction du public par rapport à la rapidité d'Internet, etc. Internet, c'est formidable pour plein de choses, mais pas pour lire une critique de Sur ordre du Führer. 19 €. Oui, ça, c'est un film italien de Enzo Castellari qui est en vente actuellement à Toulouse chez OCD à 19 €. Nous avons été éberlués de ce prix. À l'époque où on faisait ces fanzines, en fait, il y avait la VHS. Et ça, les films ne coûtaient pas cher. Hein. Là, et au cinéma, il y a... C'est Tarantino, c'est à cause de lui. Pour les fanzines de cinéma, on est beaucoup à être de cette génération VHS, en fait. Oui. Il y a eu la génération d'avant. Et alors, Médusa, c'est combien d'exemplaires maintenant, puisque tu viens de dire que ta visibilité était plus grande aujourd'hui? En fait, quand j'ai commencé, moi j'étais à 50 exemplaires, 100, des fois moins, des fois un peu plus. Aujourd'hui, on fait un premier tirage de 350, 400 exemplaires, et après, je refais des tirages par tranche, en fait, à la demande. Voilà. Ouais, c'est beaucoup. Donc on atteint un chiffre autour des 500, un peu plus de 500. Et ça, en fait, c'est le chiffre qu'atteignaient les fanzines des années 78, 80, 85. C'est ce qui a représenté pour le cinéma l'âge d'or. L'âge d'or ça devait... Donc, comme aujourd'hui, il répondait à une demande, visiblement. Il y avait aussi un réseau plus vaste de libraires, de boutiques. Et Pierre Charles, certains de ces Ciné Zone étaient tirés à immédiatement 300, 400, 500 exemplaires, oui.
Bah, c'était Donc, clairement on les est revenu au même type de tirage. c'était les locomotives de l'époque. Ouais. Puis comme il y a eu une perte effectivement d'intérêt pour les fanzines pendant longtemps, il y a un retour, un retour en force, ce qui est complètement logique. Parce qu'il y a à la fois la génération, en gros, nous, qui sommes un peu nostalgiques de ça, voilà. Et puis tu as quand même la jeune génération qui, justement, qui en réclament, parce que, je sais pas, leur grand frère ou leur oncle faisait du fanzina, c'était branché ciné ou musique, il manque forcément des informations chez les pros, quoi, forcément. Donc, Il y a toujours des graines, des nouveaux fanzines qui éclosent. Il y a, même dans le fanzine cinéma, il y a plusieurs titres qui sont nés ces dernières années. Je pense à Black Lagoon, Cathodic Overdose, la fraîcheur des cafards. Voilà, c'est toutes les La couleurs. fraîcheur des cafards. Oui. Un Qui titre parle de quoi? de cinéma. Mais toutes sortes de films, toutes sortes de cinéma. Plutôt le cinéma fantastique. Mhm. avec des cafards dedans. Pas forcément. Et pourquoi toujours le fantastique? Pourquoi il y a, enfin, l'érotisme par exemple n'est pas toujours tant abordé que ça. Par méconnaissance. À mon avis, c'est par méconnaissance ou du sujet, quoi. Enfin, Je pense que tout le monde commence par une zone de confort, en fait. Voilà, on se dit, je vais lancer un fanzine, donc je vais faire quelque chose. Je vais parler de ce que je connais le mieux. C'est plus tard qu'on aborde des sujets plus complexes ou moins connus. Moi, dans les premiers Médusa, j'ai fait des choses très classiques, quoi, les Star Trek, des choses comme ça. Aujourd'hui, je fais le bis grec, le bis turc. Je ne l'aurais pas fait à l'époque. il n'y a pas que du fantastique dans les fanzines, justement. Enfin, c'est le cinéma des marges souvent, d'accord, mais il y a le bis. Il y a plein de genres ou de sous-genres ou de sous-catégories qu'on peut citer, qu'on peut considérer comme fantastiques quand on les voit, tellement c'est ahurissant, mais qui sont pas. Il n'y a pas d'éléments fantastiques dedans. Après, on devient pointu. Moi, je me souviens, j'ai fait un dossier sur l'échelle dans la comédie allemande. Très très pointu. Hein. Tu as fait ça dans Médusa, mais dans quel numéro? dans le 24. J'ai peut-être pas lu l'article. Ah oui. Après, je suis aussi nostalgique du papier, du vieux fanzine. Et ce que tu disais tout à l'heure, je trouve que c'était pas mal, mais c'était pas assez utilisé comme système. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font du fanzine et qui utilisent tout de suite, c'est logique, qui utilisent tout de suite l'ordinateur. Et ça tue peut-être un peu la rage, effectivement, le côté propre très vite, ou qu'on croit propre d'une maquette, quoi. Pour être encore plus discordant, mais c'est une supposition, hein, je pose juste des questions, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de rage. Je veux dire par là qu'il me semble qu'il y a éventuellement une distinction très nette, voire vraiment une opposition entre les fanzines musicaux et les fanzines de cinéma. Est-ce que enfin, je parle d'une façon générale, hein, est-ce que les fan-éditeurs qui se sont lancés dans des fanzines de cinéma sont-ils vraiment si contre-culturels que leurs confrères musicaux? Après, en musique, je pense que le fanzine, il est très lié au punk. Donc, le punk, Oui, c'est je vraiment pense, contestateur. effectivement. Après, ce qu'on disait tout à l'heure sur les mises en page à l'arrache, à la colle et tout ça, je pense que les mecs, maintenant, sur l'ordinateur, s'ils maîtrisent leur logiciel, ils peuvent carrément faire un truc, on dirait que ça a été fait avec des ciseaux et de la colle, quoi. Donc, ouais, c'est paradoxal. Donc, il y a cet héritage-là dans le fanzine via le punk, mais après, il y a plein de fanzines Mais qui je veux cherchent dire, oui, mais sur le fond des fanzines, sur les propos qui sont tenus, sur le discours qui émane des fanzines, est-ce qu'il n'y a pas souvent, dans le domaine du fanzine de cinéma, quelque chose d'un peu conservateur, voire même très conservateur? Je connais pas le fanzine de cinéma, donc je vais laisser mes collègues conservateurs y répondre. Il y a quelques chapelles, en fait.
Moi, je trouve qu'il y a. J'ai déjà observé ça dans les lecteurs ou dans les fanzines. Il y a quelques chapelles, c'est-à-dire il y a des incontournables. On ne doit pas. Tel genre, c'est pas bien, par exemple. Ou tel. Quel genre de genre? Je sais pas, moi, par exemple, la sexy comédie italienne. C'est Voilà. pas bien. Bah, moi, j'aime bien, mais longtemps, on avait l'impression que c'était pas bien. Le porno, tu parlais de l'érotisme tout à l'heure. Le porno aussi, c'était pas, fallait pas trop en parler. On avait l'impression qu'il y avait des chapelles comme ça. Donc, Oui, alors que C'est que valable chez dans les la punks- musique aussi, je pense, hein, parce que tous les Non, mecs dans la musique, c'est valable aussi, quoi. À l'époque où Oui. il y avait MySpace, tous les fanzines punk, Ah il oui. fallait pas parler de MySpace, quoi, parce que c'était l'ennemi. Oui, mais quand on voit les groupes, les Cramps par exemple, on peut pas dire que c'est anti-porno ou Que c'est anti anti-porno. Enfin, l'érotisme était au cœur de leur musique. C'est sexe, drogue et rock'n'roll. Oui. Donc c'est un univers, le cinéma. Enfin, je sais, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chapelle? Ah, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de chapelle, mais j'ai l'impression qu'il y avait ça. Bah, Mais par exemple, les lecteurs, donc tu connais peut-être 50% de ton lectorat. un peu moins maintenant. Comment? Un peu moins Un peu maintenant. moins. Donc, quelle perception tu as du lecteur type de Médusa Il n'y a pas de lecteur type, mais comme je te l'expliquais tout à l'heure, il y a des lecteurs qui envoient leur liste en disant j'aimerais bien que vous parliez de ça et de ci et de ça. C'est souvent les mêmes choses en plus. Comme si tu étais leur Père Noël. Voilà. Et il y a un peu trop de sexe, ou il y a un peu trop de films asiatiques, qui s'intéressent au bis roumain. Voilà, il y a des lecteurs un peu intégristes comme ça. Il y a un numéro, je me souviens, il y avait un gros dossier sur le bis roumain, le cinéma bis roumain. Et donc on te l'a reproché. Voilà, un lecteur ou deux, mais ça arrive, quoi. Par contre, je ne sais pas s'il y a une opposition entre les fanzines musique et cinéma. Moi, je ne trouve pas. De ce que j'ai lu en fanzines musicaux et le Cinoche, il est clair qu'il y a plus souvent des petites rubriques cinéma dans les fanzines punk, genre tel film qui est sorti, on voit tel groupe dedans. Bon, voilà, donc facilement les fanzines musique parlaient de ça, que des fanzines cinéma parlaient de la musique dans les films, beaucoup moins, quoi. Ou alors on en reste au BO, mais pas forcément les morceaux qu'il y a dedans, quoi. Un groupe qu'on voit en live pendant une scène, tandis qu'un fanzine musical aurait tendance à le faire. Ouais. Mais pour moi, c'est pas de l'opposition. Ça. Il y a des fanzines qui le font. Dans le dernier Vidéotopsie, il y a un dossier sur Cathédrale, par exemple, qui est un groupe hard rock, je crois, heavy metal. Ça arrive. Mais ça, pareil, les lecteurs n'aiment pas, quoi. Ah, ils n'aiment pas la musique. Il ne faut pas de manga, faut pas de musique. Mais on fait ce qu'on veut. Oui, bien sûr, ça, tout à fait, oui, oui. Sinon, on fait un numéro par personne et c'est un concept. Ça sera plus cher. Et alors, il y avait, surtout dans les fanzines des années 80, je crois que c'est un peu... il n'y a plus cet aspect-là aujourd'hui. Il y avait une chose qui m'agaçait souvent, c'était... Alors, cette position de... il y a toujours un moment où on tape sur Jean-Luc Godard, Antonioni ou Fellini. Et alors, je trouvais que c'était un aveu d'impuissance, en fait. C'est une façon de... Parce qu'on est dans la contre-culture ou dans un cinéma autre qu'on souhaite défendre, et malgré tout, revient sur le tapis la culture dite officielle, pour en dire en trois lignes, souvent un peu ridicule, pour en faire une critique, une espèce de cri comme ça. Mais pourquoi ne pas tout simplement l'oublier, ne pas en parler? À un moment donné, c'est plus fort que eux. Pour certains fans éditeurs, c'était le cas de Pierre Charles, par exemple, Norbert Moutier un peu. Il y a toujours un moment où je dirais que ça dérape. Il faut qu'il parle qu'il fasse une sorte d'invective. Et alors ça, tiens, c'est un aspect qu'on peut aborder. C'est assez ardu. Excusez-moi, mais c'est l'aspect de l'écriture.
est-ce qu'il y a une écriture type de fanzine? Je trouve que là, on touche à un des aspects les plus faibles de l'écriture du fanzina, qui est une sorte de connivence un peu trop facile avec le lecteur. On lui donne un coup de coude comme ça en lui disant bah, je sais que tu n'aimes pas Fellini, bah, moi aussi, et puis voilà, hop, Et qu'est-ce qu'on peut dire, bon, à part cette critique très facile que je viens de faire, qu'est-ce qu'on peut dire de spécial sur l'écriture des fanzines? Bon, d'abord, après, c'est chacun aussi son fanzine. Quoi. Personnellement, les fanzines Crash, c'était pour parler de choses, comme j'ai dit tout à l'heure, de choses dont les autres ne parlaient pas ou peu ou mal. Et j'estimais qu'on n'avait pas le temps pour dégommer un film de Lelouch ou de n'importe qui. Et puis surtout, on a appris ensuite aussi que, enfin, quand on devient peu à peu cinéphile, il y a des barrières. Tu te mets vite dans des couloirs, quoi. Et le temps que tu t'aperçoives que les barrières sont un peu idiotes, cinéma officiel, cinéma de la marge, en fait, si t'es curieux, on n'en a rien à cirer, quoi. Donc il faut dépasser ces barrières-là, quoi. Est-ce que tu avais du plaisir à écrire? Énormément. De toute façon, moi, je suis un obsédé d'écriture. Et en termes purement d'écriture, le fanzina, c'est souvent fait par des jeunes, quoi, hein, grosso modo. Après, ça dure ou ça dure pas, mais c'est un esprit de jeunesse aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris un peu à écrire en faisant du fanzina, quoi. Il est clair que les premiers articles que j'ai écrits, c'est illisible. Enfin bon, c'est rigolo au 8e degré, mais bon. Où on fait énormément d'erreurs, sans parler des fautes de frappe, de conjugaison, de grammaire. On essayait de ne pas faire d'erreurs factuelles, c'est-à-dire de bien orthographier le nom du cinéaste ou le titre comme il faut. Ça, là, il fallait faire gaffe. Mais le reste, tu apprends en faisant, quoi. Et tu avais un souci littéraire? J'ai toujours eu un souci littéraire depuis tout petit, mais pour écrire des histoires de fiction. Et pour le fanzina, c'était le déversement, quoi. Donc au début, en tout cas, je faisais vraiment pas gaffe au style. C'était l'information qui prime, quoi. Et c'est après que tu t'aperçois, bon tiens, bah, là je pourrais faire plus court, ou là je pourrais délayer. Tu rentres dans un fonctionnement d'écrivain, quoi. Ouais, parce que gagner de la place ou trouver des synonymes plutôt que de répéter 10 fois le même truc, tu trouves 9 synonymes. Oui. Et est-ce que tu avais des modèles littéraires? Des critiques de cinéma ou des revues? Ah oui, alors, moi j'aime bien dire, ça devient presque un lieu commun, mais moi je suis de la génération Starfix, quoi. Donc j'ai lu Mad Movie, L'écran fantastique, tout ça, mais quand Starfix est apparu, j'ai dit c'est pour moi, quoi. Ça, c'est exactement ce que je voulais, quoi. Et donc c'est en les lisant eux, effectivement, que j'ai commencé à me dire, tiens, tiens, ils parlent d'un truc qui s'appelle un fanzine. Alors, bon, j'allais à Paris à 13 ou 14 ans, et puis je découvrais mes premiers Monstervis ou autre chose, quoi. Et Didier, il y a eu une évolution dans l'écriture de Médusa? Bah, je pense, hein, parce qu'on n'écrit pas forcément pareil quand on a 16 ans, 20, 25, 30. On se nourrit aussi de tout ce qu'on a lu, vu. Je pense que c'est logique. Il y a toujours eu quand même mais une certaine recherche de qualité. D'ailleurs, moi, quand je suis pas content de moi, soit je publie pas, soit j'utilise un pseudo. Donc tu publies. Voilà. Ah oui. Et Thomas? Au niveau de l'écriture, bah moi le fanzine il est récent, il a 2 ans, donc ouais, moi après je suis comme, j'ai oublié ton prénom, mais pareil, j'avais le souci d'écrire depuis gamin, quoi. J'adore l'écriture, donc ouais, c'est venu naturellement. Après, j'imagine que ça a évolué. Moi, je suis mal placé peut-être pour m'en rendre compte, quoi. Mais parce que les premiers fanzines que je faisais, ils ont plus de 10 ans maintenant. Donc ouais, j'espère que ça a bougé quand même au niveau de l'écriture. Mais pareil, j'essaie de faire un truc quand même propre, même si c'est un fanzine, c'est à l'arrache. Enfin, j'ai envie de donner au lecteur, que ce soit bien. On a tellement de bouquins maintenant qui sortent des éditeurs, il y a plein de coquilles, c'est pas relu. On nous prend pour des cons, ils te vendent ça 30 balles. Bah, moi, j'ai envie que mon fanzine, qu'il n'y ait pas de faute, de ne pas prendre mon lecteur pour un con. En plus, je l'ai en face de moi. Donc,
Donc voilà, il y a la volonté de faire un truc, même si c'est éphémère, si c'est 100 exemplaires, de le faire bien. Je pense qu'on a tous ce souci-là quand même, quoi. Mais le style, c'est important. Moi, j'aime bien, quand on prend un texte, de reconnaître qui a écrit. Voilà. Il y a certains fan éditeurs qu'on reconnaît. Oui. Et c'est de la littérature pour certains. Voilà, il y a certains numéros. Par exemple, Pierre Charles, dont je connais bien le travail, m'a fasciné par... lui, il a une écriture qu'on peut qualifier d'automatique. Il avait une petite machine à écrire à traitement de texte avec une fenêtre large comme ça où il pouvait valider une phrase ou deux. Mais il écrivait au fil de la plume, parce qu'il avait acquis en fait une habitude d'écriture. Et en fait, il y avait toujours les mêmes termes qui revenaient sans cesse. Et je crois que les meilleurs numéros de Pierre Charles sont ceux qui traitent de ce qu'il aime le plus, c'est-à-dire le cinéma d'épouvante italien. Et là, on entre vraiment dans la tête du personnage et de ses obsessions, et ça devient presque de la poésie. J'ai oublié d'éteindre mon portable. Ça devient de la poésie, une sorte de poésie. Je vais l'éteindre. Un voyage, quoi. Oui, oui. Et on se rend compte à ce moment-là qu'on a affaire à un cinéphile qui court après des émotions de jeunesse ou d'adolescence. Et pour lui, un excellent film d'épouvante italien, c'était forcément un film où il y avait une crypte avec une femme qui hurlait, qui était attachée à un monstre qui approchait comme ça, qui descendait les escaliers. Et la façon dont il a de parler de ce genre de film, c'est toujours ça. Et alors, je sais qu'on avait des discussions parfois, il n'aimait pas que j'utilise le terme de poncif. Il sentait qu'il y avait dans le terme de poncif quelque chose de négatif. Je lui disais, oui, ce sont les femmes qui hurlent, les cryptes, les toiles d'araignée, ce sont des poncifs. Et alors non, pas du tout, c'était un scandale pour lui d'utiliser un tel terme. Pour lui, c'était des éléments poétiques qui le transportaient de bonheur. Et on retrouve ça dans sa façon d'écrire. Ça n'est pas du tout un grand styliste, mais il y a une sorte de... Il nous fait transmettre à travers son fanzine cette émotion enfantine qu'il éprouvait et qu'il éprouvait sans cesse à revoir Le Masque du Démon ou mieux encore Le Manoir Maudit, qui est pour lui peut-être meilleur que le film que tu vas présenter ce soir. Et Le Manoir Maudit, oui, ça... Alors ce qui est formidable, c'est que sur les 136 numéros, il revient, c'est presque une sorte de work in progress. Au fil des années, il revenait sans cesse sur les mêmes choses qu'il ressassait. Et parce qu'il y avait tout d'un coup une photocopieuse de meilleure qualité, il refaisait un dossier sur un vieux film pour avoir ensuite une page beaucoup plus belle. Et on avait comme ça Le Manoir Bondy, il a dû en parler 3-4 fois en 25 ans. Alors, il y a cet aspect-là aussi, c'est que le fanzine, pour certains fans éditeurs, c'est aussi une sorte de retour à l'enfance. Il y a quelque chose qui me semble très marqué chez certains. C'est la recherche du paradis perdu, quelque part. C'est l'adolescence, voilà. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, même dans les fanzines actuelles, où les gens recherchent les émotions qu'ils ont éprouvées dans les vidéoclubs, à chercher, à fouiller, à découvrir les films. Et ça correspond aussi au revival des années 80 qu'il y a actuellement, là, où c'est quand même, au cinéma, il y a beaucoup de tout ça, quoi. Et je pense que, voilà, on revient toujours vers nos premières amours. Bien sûr, hein, c'est cyclique. Hein. Dans 5 ans ou 10 ans, ça sera, on verra les bouquins et les fanzines et à la Cinémathèque peut-être des rétrospectives sur le cinéma des années 90, voire 2000. Voilà, quand on aura tout analysé les années 70-80, là, on passera à autre chose forcément, quoi. Puis nous, on aura dégagé le terrain, donc.
Mais attention, mais quand tu as fait Crash, tu parlais de choses dont personne ne parlait aussi. Tu as été un des premiers à parler du cinéma asiatique. Ah oui, ça. Donc là, il y a aussi un aspect défricheur ou précurseur. Là. Complètement. Ouais. On est tourné vers le passé, mais aussi les fanzines sont là pour signaler qu'il y a une cinématographie qui se crée. Ben oui, ça sert aussi à ça. En fait, moi, moi, en faisant un fanzine, j'étais pas tellement nostalgique des sujets qu'on traitait. On traitait le bis italien post-apocalyptique. Enfin, c'était pas l'actualité non plus, parce que c'était souvent des VHS, donc ça fait déjà quelques années. Mais c'était pas de la nostalgie, quoi. C'était juste pour rappeler aux gens qu'il y avait eu ça il y a quelques années ou que va y avoir ça. Et personnellement, Hong Kong, là, ça a vraiment été le sujet où je dis putain, mais il y a quand même vraiment pas grand-chose, de quoi faisons quelque chose. Et quels sont vos souvenirs marquants dans votre carrière de fan éditeur? Est-ce que vous avez aussi fait des interviews? Vous avez rencontré des cinéastes, des comédiens? À force, oui, beaucoup. Alors, des souvenirs comme ça. Le plus marquant, moi, c'est Ingrid Pitt. Ingrid Pitt, qui est une actrice britannique qui jouait pour la Hammer. Et à l'époque, j'avais un pantalon rayé. Et du coup, elle m'appelait son petit marin. Et bon, c'est un souvenir qui m'émeut encore aujourd'hui. Après, bon, le fait, grâce au fanzine, de rencontrer, je sais pas, John Carpenter, Ruggero Deodato, voilà, c'est formidable. Parce qu'on repense au moment où on a découvert leurs films au cinéma ou en VHS, on se dit jamais... on n'imaginait pas les rencontrer, en fait. Et grâce au fanzine, ça a été possible. Ça a servi aussi à ça. Toi, tu as rencontré qui? Un certain nombre de gens. Bon, je me contentais juste les deux premiers, hein, parce que bon, voilà, je crois que ça a été quand même les plus marquants pour moi. Ça a été N.J. Munt, alias Norbert Moutier. Ouais, j'ai interviewé un fanzineux, quoi, qui faisait des films, mais moi je trouvais qu'il avait inventé le Z-bis. Donc bon voilà, je voulais savoir comment il faisait. Et la même année, Deodato, voilà, Deodato, moi, bon, à l'époque, c'était un maître, quoi. Et puis très bonne surprise. Je crois qu'après, il y a des rencontres folles, un peu hasardeuses. Bon, j'allais au Festival de Cannes, en général avec des fausses cartes de presse, hein, on trafiquait des trucs. Et c'est les fois où j'ai rencontré les gens de Trauma. D'ailleurs, dans un crash, j'avais fait un dossier Trauma, quoi. Et là, c'était un peu beyond the imagination, quoi. Il s'est passé des choses très très rigolotes, donc marquant. Moi aussi, j'avais fait Gérard Armé avec une accréditation qui n'était pas à mon nom. Et la photo, c'était une personne de couleur noire. Mais c'est quand même passé. C'est un bon souvenir. C'est l'art de la débrouille, ouais. En fait, le fanzine. Et bon, ça n'a rien à voir avec le fanzine, mais à Gérard Armé aussi, de voir Bruno Mazur se déhancher en discothèque, ça m'avait marqué. Et Thomas? Bah ouais, la même chose. Moi, c'est pas dans le cinéma. Donc, après, le fanzine que je fais actuellement, c'est sur les musiques reggae et dub. Et contrairement à vous, je pense pour le cinoche, c'est pas une passion d'enfance. C'est un truc qui est venu plus sur le tard, à la vingtaine. Mais pareil, je rencontre les mecs que je vais voir en concert depuis 10-15 ans. Puis du coup, tu les interviews, tu arrives avec un fanzine. Donc, t'es pas juste le spectateur. Il y a un truc en plus, t'es pris au sérieux. Et puis si, il y a Jules-Édouard Moustique qui a acheté mon fanzine il y a 1 mois. Donc, ça, c'est la consécration. Voilà. Oui, dans vos acheteurs, il y a des gens qui vous font sauter au plafond. Il y a eu Raphaël Delpard, il n'y a pas longtemps, qui m'a commandé Médusa. Ça m'a fait plaisir. Sinon, non.
Non, Non. pas de... Moi, je connaissais pas mon lectorat, à part ceux qui achetaient sur Toulouse. À Paris, je connaissais pas le lectorat. Mais il y en a un, si, donc une personnalité, ouais, en plus qui a été formidable au niveau du fanzina. C'était Jean-Pierre Dionnet. Ah oui, Dionnet, oui. Un grand lecteur de fanzine, oui. Mais il y a des lecteurs bon, ils sont pas célèbres, mais on a quand même une affection pour eux. Enfin, quand ça fait 30 ans qu'on fait un fanzine, pour ceux qui l'achètent depuis le numéro 1, voilà, on sait qu'ils sont grands-pères, on sait qu'ils ont eu des enfants. T'en as rencontré vraiment des vieux lecteurs de Médusa, où vous avez fait des raouts ensemble? Oui, parfois, ouais. Certains, ouais. Tu as des nouvelles ils te donnent des nouvelles sur leur vie Bah oui, on les connaît en fait. C'est pas tous, hein, mais Tu m'avais dit aussi qu'il y avait un fan éditeur qui faisait son fanzine au bureau. Il Oui. utilisait la photocopieuse de bureau. beaucoup l'ont fait. Beaucoup l'ont fait, Ouais. oui. Bah, c'est moins cher. Normal. Oui, bien sûr. Mais c'est un peu risqué, non? Bah, tout dépend du tirage. Tout dépend de son imprime aussi. Oui. C'est sûr que si c'est un dossier Sur le bis roumain. sur le bistrot roumain, ça passerait. Mais enfin, moi, j'ai la rubrique porno dans Médusa s'appelle Belle Foufoune et jus de roupette. Bon, par exemple, ça, c'est un peu plus compliqué à faire au bureau. Avez-vous des questions? Et est-ce qu'il y en a qui font du fanzine, là, déjà? Ah, ah. Une dame qui a une question. Oui. C'est le qui a rendu l'âme, mais... Alors bonjour. Alors déjà pour répondre à la question, en fait je fais un fanzine par le biais d'une association. Donc on a des subventions par le biais de la fac pour imprimer le magazine. Donc on utilise ce biais-là pour le faire. C'est aussi une solution qui existe actuellement, hein, avoir des petites subventions par-ci par-là pour pouvoir faire un magazine gratos. Ce que j'avais comme question, pardon, c'était, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a toute une pratique du vlogging, du blogging, des chaînes YouTube, etc., où justement, ou bien des blogs, où la parole est justement assez libérée, assez libre sur tous ces sujets, et que j'ai l'impression que ça prend un petit peu le relais de ce qu'était le fanzine, justement sur cet aspect-là ultra passionné, sur des sujets très précis, avec une parole très libre. Je ne sais pas si vous avez le même regard dessus ou pas, sachant qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le fanzine est devenu quelque chose, c'est peut-être un peu péjoratif comme terme, mais j'ai rien d'autre qui me vient, un produit un peu de luxe, dans le sens où c'est devenu quelque chose, un bel objet, c'est devenu quelque chose un peu à collectionner, à posséder, mais que c'est plus cette espèce de truc... Enfin, qu'on a connu, moi, quand j'étais au collège, les trucs qu'on s'échangeait entre potes, qu'on faisait comme ça. J'ai l'impression, en tout cas, des fanzines que je connais, que c'est devenu un truc un petit peu, voilà, un bel objet, quoi, un truc un peu collectionniste. Je ne sais pas si vous avez ce ressenti-là. C'est un peu l'interrogation que j'avais tout à l'heure sur les techniques modernes qui peuvent peut-être tuer une certaine spontanéité. Donc effectivement, je ne pensais pas, vous parlez de luxe, ça revient, on se rejoint un peu dans cette analyse ou cette intuition. Je pense qu'il y a de tout, hein. Enfin, il y a des mecs qui veulent faire des fanzines cracra, et il y en a qui veulent faire des trucs qui ont de la gueule. Et... Après, il y a le truc aussi, je pense, avec tous les webzines, les blogs, où c'est vrai que tout ce qui était fanzines musicaux, entre autres, c'est pas mal passé sur Internet, parce que c'est plus facile. On parle d'un disque, on peut mettre une vidéo qui correspond, donc c'est quand même plus sympa. Après, ça reste pas. Et le truc aussi, c'est que maintenant, moi, je faisais pour mon fanzine, les premiers numéros, c'était comme ça, A5 photocopiés. Et les mecs, ils se disent, si c'est cheap, l'info, ils se disent qu'ils vont l'avoir ailleurs. Et le fait d'avoir un bel objet, moi, pour le dernier, j'ai fait un truc format vinyle dans une pochette avec de la couleur. Et l'objet, ça joue énormément. Parce que sinon, les mecs, ils se disent que l'info, ils l'ont ailleurs. Et
tous les graphzines, justement, eux, ils jouent sur le truc. Là, tu as un bel objet avec imprimé sur différents papiers de textures différentes, un truc qui se déplie, c'est un truc que tu ne pourras pas avoir sur Internet, quoi. Donc, attention, là tu viens de prononcer un nouveau terme. Graphzine. Oui, graphzine. Là, on est dans des... Là, je pense qu'on est plus dans des même. fanzines de luxe, parce que les graphzines, c'est souvent des mecs qui sortent des beaux-arts. Oui. C'est pas des fans qui... Nous, on parle d'une passion, on parle d'un disque, on parle d'un film. Eux, c'est des mecs qui exercent leur art, donc c'est un peu... Oui, il y a une volonté artistique. Une volonté, je me rappelle quand il y a le festival indélébile, c'est les fanzines, les trucs, tout est sérigraphié, c'est vite 30 ou 40 euros le fanzine. Donc, Après, je pense qu'il ne faut pas chercher à opposer les médias. Voilà, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les blogs. tout se complète. Il y a de la place pour les vlogs. Il y a de la place pour tous. Et en fait, l'important, c'est qu'il reste une petite place pour l'écrit, parce que malgré tout, ce qui est écrit reste quand même... Il y a un côté, les écrits restent, voilà. Et il y a aussi des podcasts qui se développent. Et je trouve que les podcasts, c'est un peu... c'est au fanzine... c'est à la radio ce que le fanzine est au magazine, voilà. Mais je pense qu'il faut plutôt chercher à se compléter qu'à s'opposer. Voilà, c'est mon avis. Je pense que dans les faits, oui, les blogs, au moins pendant une période, ont vraiment pris sur le papier, quoi. Après, de ce que je connais en fanzine, à part les graphzines, ou qui peuvent vite être chers, mais c'est parce que le prix de revient est cher, quoi. Mais la plupart des fanzines n'ont pas une volonté de faire un objet de collection ou de luxe. C'est le problème de l'acheteur, ça, quoi. C'est pas le problème du fan-éditeur, quoi. Le fan-éditeur, c'est juste avoir assez d'argent pour recommencer à faire un truc. Tant mieux si les gens ont un esprit collection. Moi, ça me dérange pas, mais c'est pas moi, je crois pas que ça soit fait pour ça. Après, fait pour que ça soit beau et que ça peut être cher, ouais, c'est plus dans le graphzine, je pense, quoi. Mais le bel objet, par exemple ton dernier numéro, je trouve que c'est un bel objet, mais c'est pas un objet de luxe, quoi. C'est 10 euros, franchement, voilà, quoi. Ça se veut pas luxueux. Non. J'ai juste l'idée de faire un bel objet et puis un truc qu'on puisse pas avoir sur Internet, quoi, avec l'effet avec le pochette, comme si tu sortais un disque. Je voulais juste apporter juste un témoignage, pas forcément une question, mais pour rebondir sur ce qui avait été dit. Donc pareil, moi j'ai fait du fanzine, j'en ai fait pas mal. Je suis assez jeune, donc je m'y suis mis sur le tard. Juste le témoignage que je voulais apporter, c'est que je pense que ça sera toujours le cas. On sera toujours intéressé par faire des fanzines, il y aura toujours des gens qui le feront. Moi, j'ai regardé ce qui a été fait dans les années 80-90, je m'y suis intéressé, j'en ai fait donc plutôt dans les années 2000 du fanzine. Et pour répondre au témoignage qui a été fait sur le luxe, etc., je pense qu'il n'y a pas de définition à donner à un fanzine, d'un format A5, etc. Moi, sur les derniers que j'ai faits, j'avais un peu du mal sur les premières séries que j'avais fait sur un fanzine de musique, à récupérer de l'argent, à la photocopie, etc. Et du coup, le dernier que j'ai fait, c'est un tout petit format, une sorte de nanozine, vraiment tout petit, avec alors moi je l'appelais comme ça, mais plié, voilà, ça s'appelait Super. Et pareil, je truandais la photocopieuse du boulot pour les avoir à que dalle. Et du coup, je les donnais en fait. Donc sur de la micro-série, 50 exemplaires, j'allais voir je faisais beaucoup de concerts, etc. Et du coup, ça me coûtait littéralement que dalle. Et du coup, la distribution était assez grande, puisque ça faisait comme une sorte de flyer qu'on pouvait lire au chiottes, quoi. Et donc tout ça pour dire que il n'y a pas de format, de définition. C'était un fanzine pour le coup qui était assez écrit, vraiment sur plutôt moi, ma vie. Donc on parlait des égosines, les rats de charge, etc. Ce format ? Oui, voilà, un tout petit plié. Et du coup, voilà, c'était juste un témoignage. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas opposer les formats. Moi, je lis des trucs sur les blogs, etc. Maintenant, j'ai toujours plaisir à aller au café un soir ou le dimanche avec mon petit zine et me mettre à lire avec un café. Et ça existera toujours, quoi. Enfin, voilà. C'était juste un témoignage. Continue. Petite précision aussi encore. C'est
ça dépend au niveau des subventions. Je pense que ça dépend là encore du contexte dans lequel tu travailles, avec qui tu travailles et quelle est ton ambition. Personnellement, il était hors de question qu'on demande quoi que ce soit au niveau c'est être redevable à personne, on se débrouille, nous, on fait par nous-mêmes plutôt que d'être assisté, quoi. Mais encore une fois, il n'y a pas de mal à demander des subventions, mais ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire un truc si je voulais faire un truc en papier glacé, couleur et tout, je sais pertinemment que j'ai pas l'argent. Il peut y avoir le crowdfunding, quoi, mais ça marche pas forcément. Et tu peux demander des subventions, mais tu rentres dans un cadre. Hein. Tu es un peu moins sauvage quelque part parce que tu es tenu à administrer ça, quoi. Tu dois faire un dossier. Si tu veux un peu d'argent du CNL, il faut s'inscrire au CNL ou au CRL, c'est pareil. Et voilà, quoi. Donc, et puis ça peut être à double tranchant, et puis tu n'as pas forcément la subvention. Donc c'est un tas de questionnements qui peut gêner la volonté de faire un fanzine. Donc c'était fuck off, on levait, et puis non, on va pas demander de l'argent, oulala, honte. Moi, c'est assez luxueux quand même maintenant, Médusa. C'est en couleur, etc., papier glacé. Bon, le crowdfunding, pour moi, c'est contre l'esprit fanzine. Ouais, voilà, c'est interdit. Moi, je me dis plutôt, on peut le faire aujourd'hui, donc pourquoi pas le faire, quoi. C'est aussi simple que ça, en fait. Il n'y a pas de règle, non. Oui, je voulais rebondir sur l'intervention de Christophe Beer à propos du conformisme de certains sujets traités dans les fanzines. Et je me pose la question, je ne sais pas, si les fanzines des années 70 n'avaient pas finalement fait un si bon boulot qu'un certain cinéma était maintenant récupéré par des auteurs mainstream. Je pense à Tarantino, Spielberg, les Aliens, des choses comme ça, quoi. En fait, là, on touche à la schizophrénie du fan-éditeur ou du lecteur de fanzine. Effectivement, ils adorent crier leur détestation d'Antonioni, Fellini, Bergman. J'avais oublié Bergman tout à l'heure. Pourtant Ingmar Bergman. Et quand le cinéma bis commence à être reconnu par des gens comme Tarantino, notamment par des manifestations qui se sont créées, il y avait des rendez-vous à Toulouse qui ont fini par donner naissance à Extrême Cinéma. À Paris, il y avait la séance du cinéma bis organisée par la Cinémathèque française, ça n'est pas rien. Il y a eu comme ça donc ce qu'on pourrait qualifier donc de récupération, même si ce mot est un peu dérangeant, parce qu'il y a quelque chose qui sonne un peu comme une chose péjorative. Mais à ce moment-là, j'ai vu des fanzines qui avaient par le passé exprimé, ils ne parlent jamais des films que nous aimons, ils préfèrent parler de Godard alors qu'il y a Umberto Lenzi. Et donc, et alors une fois que Lenzi a son double programme à la Cinémathèque, que Jess Franco voit 69 films programmés dans un hommage de son vivant, eh bien là, certains se décomposaient. Parce que c'est comme si on les dépossédait de leur culture. Donc, moi, ce qui me frappe le plus, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'une récupération, puisque, en fait, je trouve ça très bien, puisque j'en profite encore mieux. Grâce à cette récupération, on a maintenant des films de Jess Franco en Blu-ray, et puis on ne va pas arrêter de découvrir des films sur les nouveaux supports, et de plus en plus facilement. Ce qui me frappe davantage, c'est cette espèce de schizophrénie qui pousse les gens à un moment donné se lamenter parce qu'on ne parle pas suffisamment de leur film préféré,
Et dès qu'on finit par en parler, ils deviennent tout aussi furieux. Donc ça, c'est assez étrange. Enfin, ils ne sont pas tous comme ça, mais il y en avait qui avaient ce discours. C'est curieux, c'est un peu étrange. Ce que je voulais dire, c'est que par exemple, les fanzines parlaient de la planète des vampires de Mario Bava, par exemple, et après il y a eu Alien qui a fait un succès phénoménal avec des suites, etc. On a l'impression que ce cinéma bis a été complètement récupéré par le mainstream. Oui, mais c'est pas de la faute de ceux qui ont fait du film Non, ils ont juste bien fait le boulot. Ils ont fait accepter ce cinéma à des gens qui maintenant le font à grande échelle, quoi. Je pense à, je ne sais jamais son nom, Refn, il s'appelle. Le prénom, je me souviens. Ah oui, oui, voilà. Qui aime beaucoup ce cinéma bis, quoi. Mais il y a peut-être une essence du cinéma bis qui ne sera jamais récupérable. Il y aura les films de la 42e rue aux États-Unis, un certain cinéma bis italien, des tréfonds, parce que le bis, voilà, on ne va pas non plus essayer de le définir, c'est trop compliqué, mais ça me semble être, s'il y a un mot qui caractérise le plus ce cinéma bis, c'est le terme de pulsion. Et encore, ce sont les mauvaises pulsions, les pulsions les plus basses. C'est un cinéma des pulsions basses. C'est pour ça qu'il y a énormément de violence et d'érotisme dans ce genre de film. Et on retrouve ça dans les cinémas de la 42e rue, dans les fameux films Grindhouse qui ont été remis à la mode par Tarantino. Mais les films de Tarantino n'arriveront jamais à restituer avec des millions de dollars le côté des pulsions basses qui existaient dans les films d'Andy Milligan, par exemple. On ne peut pas imaginer qu'il fasse un remake de Bloodthirsty Butchers avec des millions et avec ses vedettes habituelles. Il y a quelque chose... Je crois que ce cinéma est irrécupérable. C'est ce qui en fait sa force et sa beauté. Il y a quelque chose qui est tellement de l'ordre de la malpolitesse. C'est pour ça aussi que j'en reviens à cette idée qu'un fanzine se doit quand même d'être malpoli aussi dans sa forme. Parce que ces films-là il y avait le fond, c'est les mauvaises pulsions, mais dans la forme, ce sont aussi parfois des films qui suscitent le débat. Donc, je crois que ce qui est récupérable le sera. Peut-être qu'au fond, les films qui ont été récupérés comme ça n'étaient peut-être pas si infréquentables qu'il l'affirmait ou que certains critiques l'ont affirmé. Et il y a quelque chose, en revanche, par exemple ce soir, vous serez là ce soir, vous serez là à 23h. Bon, ce soir à 23h, vous verrez un film infréquentable, un film qu'on ne peut pas, maléfice porno. Donc il y aura toujours une certaine frange de cinéma qui gardera sa saveur, qui ne pourra pas être récupérée. Ce qui a été récupéré, c'est de l'écume. Voilà, c'est le cinéma bis, c'est les pulsions, c'est des pelotes de laine aussi. En fait, on tire les fils et il y a toujours des dizaines, des centaines de sous-genres de films dont on ignorait l'existence, etc. Je pense au bis italien, bon, c'est un peu mon créneau. C'est vrai que le giallo, par exemple, maintenant à pignon sur rue, on fait des films qui s'inspirent du giallo, etc. Mais tous les films vraiment crapoteux, les films de cannibales, des films comme Holocaust 2, les films de Nazi-sploitation, les films de Teen-sploitation, des films comme Bestialita, qui flirtent avec la zoophilie, etc. Bon, on n'est pas prêt de le voir dans le mainstream, quoi. Ça reste... Voilà. Bien. Ah.
The Last. J'ai l'honneur de la conclusion, ça fait Oui. plaisir. Non, juste, je voulais dire que je pense qu'aussi le fanzine a vraiment encore de beaux jours, parce qu'on est quand même dans un monde où Internet a aboli pas mal de frontières sur l'accès à la culture, et a aussi donné l'occasion à tout le monde de donner son avis un peu n'importe comment. Et du coup, aujourd'hui, en fait, c'est compliqué d'avoir de la prescription pour les gens, d'avoir l'avis un peu intransigeant et un petit peu écrit quand même. Aujourd'hui, la presse, on le sait, globalement, sur les avis, bon, sont plutôt monnayés, peu ou pas, mais quand même, ça existe. Et si je m'intéresse à une culture un peu alternative, en fait, l'information, je la trouvais peut-être que dans un fanzine. Donc c'est pour ça que je pense que justement, comme vous en parliez plus tôt, globalement, l'écrit un petit peu construit et avec une réflexion, ça, je pense que ça marchera toujours. Parce qu'aujourd'hui, on lit l'avis de tout le monde. On n'a qu'à regarder sur Amazon, on va voir un truc, regarde la note, j'ai pas déballé, mais c'est super, donc je mets 5 étoiles. Et aujourd'hui, voilà, la vie veut plus dire grand-chose, parce qu'il y en a, tout le monde donne le sien, et peut-être se raccrocher encore un peu à quelqu'un qui a vraiment construit cet avis, ça vaut de l'or. Voilà. Puis si le fanzine, j'ai envie de dire, il faut se donner les moyens de donner son avis aussi, quoi, parce qu'il faut aller l'imprimer, il faut l'agrafer, il faut le distribuer, donc... il y a une démarche qui valide l'avis. Ouais, de quoi ? Il y a une démarche qui valide l'avis. Ouais, c'est pas mettre 5 étoiles sur Amazon, quoi. C'est ça, c'est de la prescription, voilà, de la vraie. Merci.